En colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie. Naissance, émergence et manifestation de la conscience, c'est le thème des conférences retransmises sur Canal Académie, des interventions qui se déroulaient dans le cadre de colloques interdisciplinaires et récurrents consacrés à l'homme contemporain. Nous vous proposons de retrouver ici la communication de Philippe Guillemant, ingénieur de recherche hors classe au CNRS et responsable du groupe de vision artificielle à Marseille. Il nous livre son point de vue de physicien sur la conscience. On écoute Philippe Guillemant. Je suis très honoré d'être parmi vous, une assistance aussi illustre. Donc, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de la conscience ce matin. Et donc, je vais essayer de vous en parler en revenant aux fondamentaux. Qu'est-ce que la conscience nous permet ? Donc, la conscience nous permet de penser qu'il existe un monde extérieur à nous-mêmes et de le percevoir. Donc, en fait, il faut partir de cela, je pense. C'est-à-dire que la première question qui se pose, c'est est-ce que sans conscience dans l'univers existerait ? Voilà. Alors en fait, la réponse à cette question, elle est oui, mais pas tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que l'univers risquerait fort de perdre des informations. Et donc l'univers a absolument besoin de conscience qui vont contribuer à le bâtir. Et donc ce dont je vais vous parler est assez complexe, et je vais essayer d'aller vite. Ça va aller vite, d'habitude je le fais en 2 fois plus de temps. Donc je préfère vous annoncer la couleur et vous dire que je compte vous montrer donc pourquoi la conscience a, d'après la physique ne fait pas de déclaration officielle là-dessus, les physiciens en général ne se prononcent pas sur la conscience, mais la physique permet de comprendre pourquoi la conscience a 2 fonctions, une fonction d'enregistrement du présent et de configuration du futur. Quand je dis enregistrement, c'est enregistrement d'informations dans l'univers, et configuration du futur, c'est configuration de l'univers. L'univers est déjà configuré, mais pas tout le temps. Alors, il y a 2 concepts clés qui sont très importants pour comprendre la conscience, et il s'agit de les renverser. Alors, le temps et l'information. Alors, pour nous y aider, je vais citer 3 hommes célèbres. Einstein, tout d'abord, dans une lettre à Bessot, a écrit « Pour nous, physiciens dans l'âme, la séparation entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. » Ça veut dire que le futur, le présent et le passé, en fait, sont simultanés. Il n'y a pas de séparation, ça veut dire qu'ils sont simultanés, ça veut dire que le futur est déjà là et le passé est encore là. Ce que Nietzsche avait lui-même compris, dans Humain, trop humain, il écrit quelque chose qui est quand même assez bizarre. Notre destin exerce son influence sur nous, même lorsque nous ne le connaissons pas encore. C'est notre avenir qui détermine notre présent. C'est quand même lourd, ça. Alors, heureusement, il a rectifié ailleurs. Le futur influence le présent autant que le passé. Alors, on pensait déjà être soumis à un déterminisme issu du passé qui risquait fort de nous faire perdre notre libre arbitre. Si en plus on est soumis à un déterminisme qui vient du futur, notre libre arbitre, on est mal. Bergson a écrit dans Le possible et le réel. À quoi sert le temps ? Ne serait-il pas le véhicule de création et de choix ? L'existence du temps ne prouverait-elle pas qu'il y a de l'indétermination dans les choses ? Alors là, on est aux antipodes, parce qu'on ne voit pas comment concilier une indétermination dont on aurait bien besoin pour conserver notre libre arbitre avec une double détermination issue du futur et du passé. Alors, mon objectif, ça va être de vous montrer qu'ils ont tous les 3 raison. Voilà. Et comment je vais faire ça ? Je vais essentiellement inverser nos conceptions du temps et nos conceptions de l'information. On a l'impression que le temps est quelque chose d'objectif, parce que la physique utilise la variable temps dans les équations. Elle a cessé de le faire dans les théories les plus avancées. Et on a l'impression que l'information est un concept objectif, parce que l'information est relative à la personne qui l'a, c'est vraiment tout à fait subjectif. Et bien, la physique a fait rentrer actuellement, à grands pas, l'information comme grandeur physique. Alors ça vient d'où ? On parle souvent du fait que la mécanique classique est probablement ce qu'il y a de plus étrange en physique. C'est pas vrai.
la physique classique est probablement aussi étrange que la mécanique quantique. Et cette étrangeté vient d'une expérience de pensée qui s'appelle le démon de Maxwell, mais qui n'a jamais été vraiment correctement résolue. On la résout aujourd'hui à peu près, ouf, mais il y a encore un débat sur la question. Alors le problème du démon de Maxwell, c'est que en présupposant le déterminisme, c'est-à-dire la possibilité de calculer les trajectoires de toutes les particules d'un gaz, par exemple, donc de les connaître à l'avance, un supercalculateur, c'est le démon de Laplace. La physique permet théoriquement de connaître les positions de toutes les particules d'un gaz parfaitement. Et donc, si on a cette connaissance-là, à partir d'un petit dispositif qui consiste vous partez d'un gaz à l'équilibre, et puis vous avez une porte coulissante qui n'a pas de masse, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'énergie. Le fait de l'ouvrir ou de la fermer ne consomme pas d'énergie. Et donc vous avez un petit démon qui l'ouvre ou qui la ferme et qui a juste simplement la connaissance de la position des particules. Alors avec cette connaissance, il est capable de fermer la porte lorsque les particules viennent de gauche et de l'ouvrir lorsque les particules viennent de droite. C'est-à-dire que simplement à l'aide d'informations, le démon va créer le vide à gauche et il va remplir le compartiment de droite, donc il va créer une énergie potentielle qu'on va pouvoir exploiter. Et on peut faire ça tout le temps, etc. Et ça, c'est l'énergie libre, l'énergie gratuite. Et c'est impossible. Le problème, c'est que c'est théoriquement possible. C'est la raison pour laquelle, depuis 140 ans, les physiciens se battent là-dessus. Alors, le problème a été résolu vraiment à petits pas. Et récemment, on a une confirmation expérimentale que cette solution est juste. Et donc la solution, c'est de dire que l'information a un coût énergétique, c'est-à-dire que c'est une grandeur physique. Il existe un quantum d'information qui a pour expression k log de 2, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 23, qui correspond à 1 bit d'information. Et l'entropie, ou l'énergie, dépend directement de ce quantum. Donc la solution au démon de Maxwell, c'est de dire, non, on ne crée pas d'énergie, puisque de toute façon, il faut en produire pour arriver à faire passer les molécules dans le compartiment de droite. N'empêche qu'il subsiste un problème d'interprétation de l'information physique. En fait, on a compris que l'information est une grandeur physique, mais on n'a toujours pas compris son sens. Est-ce qu'il s'agit d'une information physique relative à l'observateur, auquel cas l'entropie serait subjective ? La réalité semblerait dépendre de la connaissance de l'observateur. Alors, il s'agit d'une voie qui est intéressante à explorer pour les gens qui sont fervents partisans du déterminisme, mais je vous signale qu'il y a des sables mouvants. Voilà, ce n'est pas la voie que j'ai suivie, mais je laisse cette porte de sortie à tous ceux qui ne croiront pas dans ce que je vais raconter après, et c'est vrai que ça ne va pas être facile. La deuxième solution, c'est que l'information physique est relative à l'univers. Donc ça veut dire que l'information est toujours limitée en bits à cause du quantum d'information lié à l'énergie. Il ne peut pas y avoir d'énergie infinie pour un système, et donc il en résulte que du fait du quantum d'information, toute information dans un système est limitée en nombre de bits. Or, lorsque vous faites un mélange, le mélange perd de l'information. D'ailleurs, l'augmentation de l'entropie correspond à une perte d'information. Et donc, à force de perdre l'information en se mélangeant, donc les mélanges finissent par perdre toute leur information. Ça veut dire qu'ils finissent par devenir indéterministes, comme les particules en mécanique quantique. C'est-à-dire, on retrouve le statut de la mécanique quantique. Faute de précision suffisante de l'univers, ce qui sera confirmé avec les théories de grande unification. Ce que je vais confirmer aussi dans le cadre de la mécanique classique avec l'expérience du billard dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc, il faut en déduire que, mais comme on n'observe pas l'absence d'information dans l'univers, c'est que tout simplement l'observation réinforme une réalité qui était redevenue indéterministe. Nous, on ne peut pas s'en rendre compte, c'est une des fonctions de la conscience, en tout cas de l'observation, que de réinformer la réalité. Donc on ne s'en rend pas compte. Et c'est la même chose en mécanique quantique. Que dit la mécanique quantique ? La mécanique quantique, tout a commencé avec les fentes de Young. Vous faites passer un photon un par un à travers deux fentes. Il passe à travers les deux fentes et il forme une figure d'interférence, même si vous les faites passer un par un, c'est-à-dire le photon est réellement passé par les deux fentes à la fois. Mais si vous mettez un détecteur, là, cette fois-ci, le photon, il passe par un seul trou. D'accord ? Donc c'est l'observation qui a déterminé le choix qu'a fait la particule, soit de passer partout à la fois, soit de passer par un seul trou.
Et effectivement, ça c'est général en mécanique quantique. Les particules empruntent tous les chemins à la fois et l'observation rétablit un état de la particule unique ou un chemin de la particule unique. L'information sur la particule, en fait, n'existe pas avant l'observation. C'est-à-dire que vous avez une partie de l'univers, en tout cas c'est valable au niveau quantique, je pense que c'est également valable au niveau macroscopique, il y a certaines preuves là-dessus. Donc il existe certaines parties de l'univers qui n'ont pas d'information, qui ont perdu leur information, et donc c'est l'observation qui rétablit cette information. Alors il a été démontré par Alain Aspect en 1982 que c'était bien vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable cachée qui préside au fait que on n'arrive pas à trouver on n'arrive pas à trouver ce qui réduit l'état et la raison pour laquelle on observe un état qui est dû totalement au hasard. C'est-à-dire que, en même temps que la physique dit que c'est l'observation qui crée l'état de la particule, la physique dit que cette création est totalement indéterministe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable cachée qui préside à ce qu'on mesure. C'est-à-dire que le résultat de ce qu'on mesure ne vient pas du passé. Voilà. Roger Penrose en a déduit que c'est la conscience qui réduit les états quantiques dans le cerveau. Son modèle ORCOR, ça veut dire Orchestrated Objective Reduction. C'est basé sur l'idée que dans notre cerveau, il y a tout un tas de molécules qui sont intriquées au niveau global. Et lorsque ces molécules passent dans des états réduits, donc qui informent l'univers, tout ça s'est fait de façon massive et c'est ce qui produit la conscience. Alors l'intrication a été démontrée comme étant une réalité tout à fait non locale. Je ne vais pas trop. Il faut savoir qu'elle est en conflit avec la relativité générale parce que le fait que deux particules soient intriquées, ça veut dire qu'elles sont informées malgré des distances qui peuvent être considérables l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'elles restent corrélées même s'il faut un signal qui dépasse la vitesse de la lumière pour les informer. En fait, il n'y a pas de signal. C'est justement qu'il faut accepter cette réalité physique de l'intrication. Et d'ailleurs, il vaut mieux l'accepter parce que ça commence à intervenir dans la conception des ordinateurs quantiques. Donc, il faut savoir que la réalité quantique est non seulement indéterministe, mais non locale. Alors, les physiciens s'accordent tous à dire que c'est l'observateur qui informe la réalité. Ça, c'est clair et net. Par contre, il y a deux écoles. Enfin, non, il y en a au moins 6 ou 7. Mais je vous parle des deux écoles extrêmes. Et ceux qui parlent le plus, Hawking et Penrose. La version d'Hawking, c'est un matérialiste, un super matérialiste déterministe. Lui, il considère qu'il n'y a pas de réduction d'état, qu'il y a création d'univers parallèles, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez le choix entre aller à droite ou aller à gauche, eh ben, il y a deux univers qui se créent, etc., etc. Donc il y aurait une myriade d'univers qui se créeraient. Et le processus qui fait qu'on choisit une branche d'un univers ou un autre est parfaitement déterministe parce qu'il serait déterminé par des variables cachées non locales. Des variables cachées non locales, c'est des variables complètement ésotériques, c'est-à-dire que ce sont des variables qui ont un effet sur le choix qu'on fait, mais qui n'est pas une cause. C'est sans cause parce que c'est un effet qui se trouve au-delà du cône de lumière. D'accord ? C'est vraiment des informations additionnelles dont on ne connaît absolument pas l'origine. Penrose pense que c'est faux. Lui, il approche son modèle hors corps est plutôt spiritualiste, donc c'est la conscience qui fait le choix. Personnellement, je ne suis pas d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais plus quand même avec Penrose. C'est un hasard totalement indéterministe. La réduction d'état se fait au hasard. On ne sait pas d'où viennent les informations additionnelles. Donc on a des informations exotiques qui interviennent dans les deux cas, Hawking ou Penrose. Dans tous les cas, on a des informations additionnelles de sources inconnues. Voilà. Et j'ai signé un conflit entre la mécanique quantique et la relativité générale. Il y en a un autre qui est très important, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que Hawking et Penrose disent que donc la réduction d'état détermine la réalité dans le présent. Or, on a un problème, c'est que la relativité générale nous dit que le présent n'existe pas. Et d'ailleurs, pourquoi la création de la réalité s'arrêterait-elle au présent dans un univers où le futur est déjà réalisé? Bon, donc là, je vous fais la théorie d'Einstein. On pense tous que soit il n'existe que le présent, soit il existe le présent et le passé, encore, du fait de la mémoire qu'on en a. La réalité nous apprend
et la réalité est parfaitement bien vérifiée de nos jours, bien, la réalité nous apprend que non, le présent n'existe pas, tout simplement parce que le présent dépend du repère. Si vous vous déplacez, si deux personnes se déplacent, sont au même endroit mais se déplacent l'une par rapport à l'autre, bon, à des vitesses très importantes, hein, elles ne peuvent pas tomber d'accord sur ce qu'est le présent. Ou alors, même si elles sont à des vitesses proches, mais très loin l'une par rapport à l'autre, pareil, elles ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce qu'est le présent. Alors, Carlo Rovelli, alors, avant d'aller dans l'espoir, qu'on en déduit quoi? Ça veut dire que, là, vous voyez, j'ai représenté une ligne temporelle en rouge, une petite flèche qui va du passé au futur. C'est votre vie. Cette ligne est figée. Vous ne pouvez pas la changer, parce que nous vivons dans un espace-temps 4D, bloc, il est comme ça. Vous ne pouvez pas changer cette ligne. C'est la conséquence de la relativité générale. L'espace-temps est figé, ligne temporelle figée, donc notre libre arbitre est forcément illusoire. Einstein n'y croyait pas encore, n'y croyait pas vraiment. C'est pourquoi il s'est attaché toute sa vie à chercher une théorie de grande unification, parce qu'il sentait bien qu'au niveau de la mécanique quantique, il y avait quand même de l'incertitude, on pourrait bien s'en servir. Carlo Rovelli, qui a une popularité importante aujourd'hui parce qu'il a pendu avec Lise Moline l'une des deux grandes théories d'unification les plus crédibles du moment. C'est probablement même, à mon sens, la plus crédible, sauf que je pense qu'elle est incomplète. Ça s'appelle la théorie de la gravité quantique à boucle. Donc il a dit « Nous devons apprendre à penser le monde non comme quelque chose qui évolue dans le temps, mais d'une autre façon. » Voilà. Alors, de quelle autre façon pourrait-on faire évoluer l'espace-temps? Eh bien, la solution, c'est de faire vibrer l'espace-temps. En fait, imaginez que vous fassiez vibrer l'espace, et je vais vous expliquer qu'effectivement, les physiciens font vibrer l'espace. Si vous faites vibrer l'espace à l'échelon infime de la matière, à l'échelon quantique, hein, vraiment à des valeurs d'espace de 10 puissance moins 35 mètres, eh bien, vous pouvez créer une amplification considérable des effets des micro-vibrations, et il s'ensuit que les trajectoires de ce qui se passe dans l'espace-temps sont totalement modifiées. Il apparaît des bifurcations, hein, mais ce que nous vivrions serait déjà réalisé, mais serait modifié en permanence. D'accord? Et je vais vous montrer ce que ça donne. Ça donnerait ça. La ligne horizontale qui apparaît là et qui monte, c'est le présent qui se déplace vers le futur. La réalité ne se crée pas dans le présent. Votre futur est une conséquence instantanée du présent, mais il change tout le temps au fur et à mesure que le présent lui-même avance. Alors pour arriver à faire ça, il faut absolument rajouter une 5e dimension à l'espace, ou alors on conserve une approche stochastique. Kaluza et Ekla l'ont fait il y a un siècle, et leur théorie d'espace-temps à 5 dimensions a reçu les faveurs d'Einstein. Alors maintenant, nous avons par contre deux grandes théories de grande unification qui ont surpassé Kaluza et Klein, qui s'appellent la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle, dont j'ai commencé à vous parler. Et il y a aussi notre grand mathématicien Alain Cohn qui s'y met. Eh bien, parmi ces trois théories de grande unification, deux rajoutent des dimensions supplémentaires. Et parmi les deux qui rajoutent des dimensions supplémentaires, elles sont à peu près d'accord pour rajouter 6 ou 7 dimensions supplémentaires spatiales. Et la théorie qui ne rajoute pas des dimensions supplémentaires, elle n'a pas besoin parce qu'elle a une approche stochastique, elle a une approche probabiliste. Et puis c'est ce que je vous ai montré juste avant. Elle fait vibrer l'espace de façon quantique et finalement ça produit automatiquement donc des futurs différents. Et si on voulait le décrire de façon statique, il faudrait obligatoirement rajouter là aussi des dimensions supplémentaires. Bon, donc là, ce que je veux dire, c'est que faire vibrer des cordes ou des boucles, ça revient au même. La grande différence entre ces deux grandes théories d'unification, c'est que la théorie des cordes fait vibrer des quarks dans des dimensions supplémentaires de l'espace. Donc elle garde un espace trois-dimensionnel figé, et elle rajoute des dimensions infiniment petites dans lesquelles elle fait vibrer le quark. Mais la théorie de la gravité quantique à boucle n'a pas besoin de ça, puisqu'elle fait vibrer l'espace. Donc qu'on fasse vibrer l'espace, ou qu'on fasse vibrer donc les particules les plus élémentaires dans un espace supplémentaire avec des dimensions supplémentaires, ça revient exactement au même.
Ce qu'on peut en dire, c'est que dans tous les cas, vibration de l'espace ou vibration dans les dimensions supplémentaires de l'espace, dans tous les cas, on rajoute, là encore, des informations additionnelles de sources inconnues. Par exemple, la théorie des cordes rajoute les vibrations de Calabi-Yau. Il existe 10 puissance 500 façons différentes de faire vibrer les dimensions supplémentaires de l'espace de la théorie des cordes. Et il n'y a absolument rien, aucune physique qui dit quelle valeur, quelle grandeur il faut choisir. C'est la liberté totale. On est dans l'arbitraire complet. Donc vraiment, toutes ces informations rajoutées par toutes ces théories sont de sources inconnues et libres. Alors, là maintenant, je vais vous parler de mes travaux. Donc, vous avez vu, je vous ai montré donc, en mécanique quantique, théorie de grande unification, même mathématiques, Alain Kohn, au moins trois raisons de rajouter des dimensions supplémentaires. Eh bien, en fait, il en existe une quatrième en mécanique classique. J'affirme que la mécanique classique a besoin de dimensions spatiales supplémentaires parce qu'elle fonctionne très mal en 3D. Alors la raison, c'est que nous vivons dans un univers discret à structure granulaire. C'est une conséquence de la physique de l'information qui introduit un quanta d'informations, c'est-à-dire que l'univers en tout volume de l'espace contient une quantité d'informations limitée, mais c'est aussi une conséquence de la gravité quantique à boucle qui affirme elle-même carrément, elle a besoin d'un univers discret à structure granulaire. La taille du grain, c'est 10 puissance moins 35 mètres, mais c'est aussi la taille de la boucle. La théorie des cordes ne le dit pas nommément, mais toutes les théories de grande unification disent qu'il existe une structure intime de l'espace en dessous de laquelle la distance n'a pas de sens, c'est 10 puissance moins 35 mètres. À cause de cela, il est facile de démontrer qu'on a une rapide contagion de l'indéterminisme quantique à l'échelle macroscopique. Vous prenez deux billards exactement identiques, superposés, c'est une expérience numérique, on ne pourrait pas la faire avec deux billards en vrai. Vous prenez deux billards parfaitement superposés, vous prenez les positions initiales de boules exactement identiques. Et vous, dans le deuxième billard, simplement, vous rajoutez un chouïa. Vous rajoutez, alors moi je rajoute, je modifie légèrement la position d'une boule de 0,0000, enfin bon, 10 puissance moins 15, je ne peux pas aller en-delà, mais je fais des extrapolations qui me permettent de calculer ce qui se passe, même si je modifie la position d'une boule d'une valeur qui n'existe pas, c'est-à-dire inférieure à 10 moins 35 mètres. Donc même si je modifie la position d'une boule d'une valeur qui n'existe pas, d'une distance qui n'existe pas, eh bien j'ai calculé qu'avec 500 boules, au bout d'en moyenne 30 chocs, les deux billards divergent. Les deux billards divergent, ça veut dire que la réalité est indéterministe, parce que ça arrive très rapidement. Là, on est dans un gaz, dans l'air. L'air, ça se produit automatiquement. L'air est indéterministe, nécessairement. Autre chose, j'ai montré quelque chose de très intéressant que je suis en train de publier à l'heure actuelle, c'est que même si l'espace était continu, du point de vue de l'information, pour arriver à calculer l'avenir d'un système, il faut, dans certaines conditions très courantes, il faut stocker plus d'informations pour mémoriser les conditions initiales du système que pour mémoriser toute l'évolution qu'on a calculée pendant le temps où la mécanique marche. Donc ça, c'est insupportable pour un mécanicien. Moi, je suis un pur mécanicien, un mécaniste même. C'est insupportable pour un mécaniste dans la mesure où le mécaniste ne veut pas supporter que son modèle produise moins d'informations que les informations qu'il est obligé de rentrer dedans pour le faire fonctionner. Voilà. Comme je suis un mécaniste et que je suis né dans le déterminisme, moi, mon éducation, c'est le déterminisme. Jusqu'à 45 ans, j'ai cru au déterminisme. Donc, j'essaye de restaurer le déterminisme en mécanique. Alors, pour restaurer le déterminisme en mécanique, j'ai constaté qu'il était indispensable de rajouter des dimensions de courbure à l'espace, et probablement 6 dimensions de courbure. Voilà. Alors, bon, c'est bien gentil tout ça, mais il faut revenir dans la réalité maintenant. Alors, comment peut-on prendre en compte, dans notre nouvelle conception du monde, le fait que toutes les branches de la physique ont besoin de rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace? Alors, vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai présenté l'espace sous la forme d'un cylindre. La tranche du disque correspond, la tranche du cylindre correspond à un disque qui remplace une sphère. Cette sphère, imaginez qu'elle englobe tout l'univers. La longueur du cylindre représente le passage du temps. Donc on a le droit de représenter notre espace-temps 4D
à l'aide d'un cylindre. Et ce cylindre, je vais le rendre flexible. Et pourquoi je vais le rendre flexible? Parce que je vais introduire des dimensions supplémentaires de torsion. Toutes les dimensions supplémentaires qui sont introduites dans toutes les physiques sont des dimensions supplémentaires infiniment petites de torsion. Ce sont des dimensions qui tordent l'espace. Alors là, je vais remplacer n dimensions supplémentaires par une seule dimension supplémentaire, tout comme j'ai diminué le nombre de dimensions spatiales, juste pour qu'on arrive à représenter sur une feuille de papier tout l'univers dans les 10 dimensions. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc, vous arrivez à tordre votre espace-temps à la main. Vous considérez maintenant dans cet espace-temps une trajectoire, votre vie, ce que vous allez vivre. Vous remplacez votre vie par une ficelle. Eh bien, vous retrouvez votre libre arbitre en tordant la ficelle. Voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, vous avez bien vu là. Non, mais il faut bien arriver à représenter les choses simplement, sinon on ne comprend pas. Et donc, vous pouvez représenter votre vie à l'intérieur d'un cylindre qui correspond au trajet sur un arbre, donc d'une branche. Il y a un peintre qui a dessiné un très joli arbre qui s'appelle l'arbre de Venosa, qui a des branches cylindriques. Donc peut-être que votre destin actuellement est de suivre la branche de gauche, et puis paf, votre destin peut basculer vers la branche de droite. Et bien ça vient du fait que vous avez utilisé une 5e dimension qui existe, qu'on ne connaît pas, et qui a fait basculer votre destin. Le problème avec ça, c'est que ça a une conséquence, c'est que la rétrocausalité est indissociable de la causalité. Alors il y a une grosse bande de physiciens qui n'aiment pas trop la rétrocausalité, ce sont les physiciens quantiques. Mais le problème, c'est que dans un univers où on considère que le temps est déjà réalisé et que l'univers évolue malgré tout, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, non pas dans le présent, mais partout, dans le futur, dans le passé. Enfin, le passé, on oublie pour l'instant. Le moindre changement dans le futur, en haut à droite, donc vous voyez le petit graphique, je montre par exemple que vous avez un rendez-vous. Dans un an, vous avez un rendez-vous. Mais vous avez votre libre arbitre. Si ça se trouve, vous n'allez pas y aller. Voilà. Bon, alors, mais admettons que vous n'allez pas à ce rendez-vous. Et puis, une prise de conscience un jour vous fait naître chez vous librement l'idée finalement d'y aller. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, comme votre futur existe, il est directement sous la dépendance de cette décision, et il y a une fluctuation dans le futur qui fait que vous décidez d'aller à votre rendez-vous. Mais cette fluctuation, pour respecter la causalité, elle va effectivement changer votre vie après, mais elle est obligée de changer un peu votre vie avant. Vous ne pouvez pas créer quoi que ce soit de modifications dans le futur si vous ne créez pas en même temps des modifications un peu avant, parce que l'espace-temps ne se casse pas. Sinon, vous ne pouvez pas casser l'espace-temps. De même, si vous représentez votre vie comme étant tout se passe, votre vie de personne déterministe, vraiment conscience produit du cerveau, liberté totalement illusoire, donc tout se passe comme si votre vie était de parcourir la longueur d'un tunnel, et puis à un moment donné, paf, le tunnel bascule, pour une raison ou une autre. Ce n'est pas forcément vous qui l'avez fait basculer. Quelqu'un d'autre a basculé votre tunnel. Mais il l'a basculé à tel endroit, mais pour que le présent puisse rejoindre le nouveau tunnel, il faut bien que la cause ait des effets à rebrousse-temps, et donc la rétrocausalité est indissociable d'un espace-temps qui évolue. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Thibaut Damour le reconnaît. Thibaut Damour trouve absolument évident que le temps est réversible. Il trouve absolument évident que la rétrocausalité soit tout à fait naturelle. La relativité admet la rétrocausalité parfaite. Il donne même des exemples d'espaces dans lesquels les gens évolueraient à l'envers. Et en fait, je voudrais simplement signaler que la vraie ennemie de la rétrocausalité, ici, c'est ce qu'on appelle le principe de l'irréversibilité, le fameux principe de l'irréversibilité, qui est un principe totalement empirique en physique que j'ai énormément étudié, expérimenté, mais là-dessus, je crois que c'est vraiment ce qui m'a fait écrire un livre, c'est vraiment ce principe de l'irréversibilité que je considérais comme totalement inique. Donc le principe de l'irréversibilité ne peut pas fonctionner, tout simplement parce que déjà, alors je donne un exemple là, l'irréversibilité impliquerait que l'entropie augmente tout le temps. L'entropie, c'est l'inverse de l'information. Ça veut dire que dans l'univers, l'information devrait tout le temps diminuer. Alors comment vous expliquez la création des systèmes vivants à partir du Big Bang? Depuis le Big Bang,
il est évident que l'information dans l'univers a énormément augmenté. Or, ça voudrait dire que l'entropie aurait énormément diminué. Ça ne va pas du tout. Et en fait, de toute façon, pour régler définitivement le problème de l'irréversibilité, il suffit de dire une chose, c'est que l'irréversibilité est rendue totalement caduque parce qu'il existe une multiplicité de passés possibles, tout comme une multiplicité de futurs possibles. C'est l'indéterminisme. La mécanique est impuissante à déterminer le cours des événements. La mécanique ne peut déterminer que le cours des événements pendant un certain temps, et après vous avez une divergence. Et ceci est vrai à la fois dans le futur et dans le passé. Et donc le problème de l'irréversibilité est tout simplement un problème caduque. Il n'y a pas à se poser la question de l'irréversibilité puisqu'il existe plusieurs chemins différents pour aller dans le passé. Pour terminer sur la question de la rétrocausalité, je signale qu'aujourd'hui, elle fait l'objet de plus en plus nombreuses publications. L'influence du présent sur le passé, on comprendra que ça fasse l'objet d'un peu moins de publications, mais il y en a, et parmi lesquelles quelques publications tout à fait mainstream. Et par contre, vous avez énormément de publications sur l'influence du futur sur le présent, notamment des publications dans des revues comme Nature, professeur Oashkov, professeur Zellinger, etc. Donc maintenant, c'est presque une mode. L'argument qu'on objecte souvent contre la rétrocausalité, c'est l'idée qu'il faudrait que des particules voyagent plus vite que la lumière pour pouvoir remonter le temps. Ce n'est pas vrai. En rajoutant une 5e dimension, il n'y a pas besoin de signaux. Et quelque chose pour faire passer un peu mieux la sauce, il faut savoir que la formule de Baye, dont Science et Vie a fait ses gros titres les mois derniers, en le considérant presque comme une formule magique, devient une formule absolument triviale si on admet la rétrocausalité. Alors, autre chose qui, cette fois-ci, introduit la rétrocausalité dans notre quotidien, c'est que la rétrocausalité est capable d'expliquer le mécanisme, de donner le mécanisme des coïncidences et des synchronicités. Alors, qu'est-ce que c'est que les coïncidences ? Les coïncidences, je ne vais pas vous donner d'exemple, parce qu'un exemple, ça fait toujours discutable, mais c'est ce qu'on connaît généralement sous différents noms, la loi des séries, le monde est petit, la loi de Murphy, l'effet Pauli, l'effet Demo, les cascades numériques, la chance. Qui n'a pas expérimenté au moins partie de ces choses-là, les coïncidences étranges, la synchronicité. Alors, les synchronicités sont des coïncidences chargées de sens sur lesquelles Jung a beaucoup écrit en correspondance avec Pauli. Pauli qui était lui-même sujet à des synchronicités, d'où l'effet Pauli. Donc Jung c'est sa théorie de la causalité et de l'inconscient collectif, etc., dans lequel il insiste sur le fait que les conditions d'émergence des synchronicités sont d'avoir un état d'esprit perturbé, d'être dans une période de grands changements dans sa vie. Le mécanisme des coïncidences d'abord. Les coïncidences n'ont pas de sens. C'est la rétrocausalité crée de l'ordre lorsque le futur change mécaniquement suite aux nouvelles causes que ça impose. Lorsque la réalité se construit mécaniquement, c'est la loi de l'entropie, IE, et à ce moment-là, on a du désordre dans le sens du temps qui s'installe, ça veut dire qu'on a de l'ordre dans le sens inverse qui s'installe. Et l'explication des synchronicités, donc là où le mental, l'esprit est concerné, c'est nos intentions causent des effets dans le futur qui deviennent les futures causes d'un effet dans le présent. Cela nécessite bien évidemment certaines conditions d'éveil par rapport auxquelles il faut avoir fait la distinction entre l'esprit et l'ego. Bon, ça, on y reviendra aux questions. Et je voudrais signaler aussi l'existence d'une autre théorie de la synchronicité qui est tout à fait complémentaire et tout à fait aussi valable, qui s'appelle la théorie de la psyché quantique, qui est cette fois la théorie d'un mécanicien quantique. On a dit que j'étais un mécanicien quantique, je suis un mécanicien classique, je précise. Donc la théorie de la psyché quantique est basée sur l'intrication et les corrélations atemporelles que permet l'intrication. Mais en fait, intrication, que l'on invoque l'intrication ou une dimension supplémentaire, en fait, on a là deux façons d'introduire la même chose, qui sont des informations atemporelles. Voilà. Et donc, avant de conclure, voici donc le modèle de la conscience que je propose. Donc, c'est un modèle qui permet l'évolution d'une future via une 5e dimension qui peut aussi être conçue en termes d'intrication. Donc, ce sont des informations qui sont issues de cette 5e dimension qui bougent l'espace. Et là, il faut se demander sérieusement si la conscience ne serait pas carrément liée directement à la gravité. Alors, je parle de la gravité quantique à boucle qui contribue à bouger l'espace à l'échelon infime, mais on peut se demander si, justement, cette capacité de bouger l'espace et qui permet à l'univers d'être indéterministe n'aurait pas quelque chose à voir avec notre conscience. Mais c'est
Gros point d'interrogation. Toujours est-il que donc, cette dimension supplémentaire et toutes ces informations qui en physique émergent et qui viennent de nulle part, on peut les réunir à l'intérieur d'une bulle d'information, d'une source d'information, et on peut se demander que se passe-t-il lorsque la conscience ignore l'existence de cette source. C'est pour ça que j'ai représenté 2 cas. Donc le cas où le cerveau... Alors je précise que je dissocie le cerveau et la conscience pour une raison très simple, c'est que j'ai une très longue expérience de concepteur de robots, que ce soit industriels et humanoïdes, avec des robots qui sont capables de détecter, de reconnaître des choses même mieux que l'œil humain, sans même rechercher des algorithmes extrêmement compliqués, simplement des algorithmes un petit peu subtils. Et j'ai beaucoup étudié les conditions d'émergence de certains attracteurs, le chaos, etc. Bon, et tout ça m'a amené à me faire une... Je pensais au départ que la conscience pouvait émerger du cerveau. Et en fait, mon expérience de 20 ans d'ingénieur, développeur de cerveau visuel m'a convaincu que non, pas du tout. Donc voilà. Mais de toute façon, il y a d'autres raisons de considérer que la conscience est distincte du cerveau, et je pense que d'autres en parleront mieux que moi. Simplement, ici, je dis que la physique rajoute un 3e terme, une source d'information qu'il est aisé de qualifier d'esprit. Et donc, que se passe-t-il? Nous avons 2 cas de figure. Un premier cas de figure dans le cas où on peut considérer que l'esprit est ignoré, donc on a un contrôle de l'ego au niveau de la conscience. Et donc là, à ce moment-là, on se retrouve dans la situation où tout se passe comme si la conscience était le produit du cerveau, où notre liberté est totalement illusoire, notre futur existe déjà, et nous pouvons avoir des sensations, des émotions, tout ce qu'on veut, et nous ne changerons absolument rien à notre futur, et notre liberté est totalement illusoire. Mais il peut exister un autre cas, qui est le cas où donc cette source d'information que les physiciens ne nomment pas, parce que c'est normal, vous voyez mal un physicien commencer à rentrer dans... C'est impossible à modéliser cette affaire-là. Donc si vous en faites simplement une petite bulle et vous dites, bon ben voilà, il faut bien remarquer qu'il y a un moment donné, la physique fait rentrer des informations, bon, il faut regarder ça en face, c'est un système de contrôle. Les physiciens n'arrêtent pas de faire rentrer en physique des informations pour contrôler leurs affaires. C'est un système de contrôle, c'est l'esprit. On peut l'appeler autrement. Bon, j'ai mis source, c'est la source. Allez. Et donc, si vous utilisez cette source, cette source, elle est capable de modifier l'espace-temps futur. Mais attention, ce qu'il y a de subtil là-dedans, c'est que l'action sur le futur transite par le cerveau. C'est-à-dire que c'est totalement matérialiste. Il n'y a pas d'action fantôme directe de cette source sur le futur. Il suffit simplement de changer les dispositions du cerveau de manière à ce que mécaniquement le changement dans le futur devienne le résultat de ces nouvelles dispositions. Et dans cette affaire, la conscience peut même rester totalement passive. Au moment où le changement a lieu, il faut simplement qu'il y ait eu un moment qui peut être retardé dans le passé, où il y a eu une prise de conscience qui a créé ce changement de disposition. Mais le moment où le choix sera fait sera peut-être totalement automatique. Et donc, j'en déduis donc du fait de ces deux choses sur lesquelles j'insiste. Donc, j'ai peut-être pas assez insisté sur la fonction de la conscience au présent. Donc, je reviens à la mécanique quantique. Vous vous souvenez, donc la conscience dans le présent introduit des informations, même si on ne sait pas d'où elles viennent, et en tout cas, ces informations contribuent à structurer la réalité. Structurer la réalité pour l'univers, c'est-à-dire il s'agit de structurer l'univers, d'où le fait que la conscience a comme fonction l'enregistrement du présent. Et deuxième fonction, la conscience a pour fonction la configuration du futur, parce que j'ai beau représenter un tuyau, mais ce tuyau n'est pas pleinement configuré dans le futur. Il manque d'informations, simplement dans le présent il y a toutes les informations, c'est pas là qu'il faut agir, c'est dans le futur, c'est là où il y a le moins d'informations qu'on est le plus capable d'informer le futur. Voilà. Et donc, juste avant de conclure, le chat de Schrödinger, c'est quelque chose vraiment d'infernal, parce qu'en fait, les physiciens disent que si vous mettez un chat dans une boîte avec un produit radioactif qui est susceptible d'émettre une particule qui va déclencher un dispositif, qui va briser une fiole, qui va créer la mort du chat avec une chance sur 2, avant l'ouverture de la boîte, les physiciens disent que ça veut dire que le chat est à la fois mort et vivant. Voilà. Et effectivement, d'après tout ce que je vous ai raconté, c'est vrai. Et je crois que
Aujourd'hui, maintenant que Hawking a popularisé la théorie des univers parallèles, ça n'étonne plus personne que d'entendre dire il y a un univers dans lequel le chat est mort et un univers dans lequel il est vivant. Voilà. Donc le chat est à la fois mort et vivant. À ce sujet-là, je ne partage pas du tout l'idée d'Hawking, que j'ai oublié de le dire, mais c'était pourtant important. Nous aurions, selon lui, des milliards de vies conscientes dans d'autres univers. Ça, c'est inconcevable. Ça vient du fait que Hawking n'a pas pris en question l'existence d'une autre théorie de grande unification, qui est la théorie de la gravité quantique à boucle, et qui nous dit que nous empruntons, via le hasard, de façon stochastique, indifféremment, tous les univers possibles. Il n'est pas possible de fixer les constantes qu'il y a dans l'arbitraire de la théorie des cordes, les vibrations des cordes, de telle manière que nous soyons obligés de rester prisonniers d'un même univers. Non. Nous baladons sans arrêt dans toutes les possibilités du multivers, et c'est bien plus confortable que de penser que nous avons une seule conscience et plusieurs possibilités, que des milliards de consciences. Voilà, enfin, c'est mon point de vue personnel. Et donc, concernant le chat, je dirais que oui, c'est vrai que le chat est à la fois mort et vivant, mais à condition qu'il dorme. Voilà. Mais bon, là, on commence à rentrer sur des pentes discutables. Et donc, d'après le modèle que je vous ai proposé, il y aurait 3 cas. Donc, pour l'univers, le robot n'a absolument aucune fonction. Le chat a quand même une fonction d'enregistrement, parce qu'un chat est conscient, que je sache. Et l'homme, une fonction d'enregistrement et, via son esprit, de configuration de l'univers, et plus exactement du futur de l'univers. Et en ce qui concerne le chat, cela dit, peut-être qu'il y a des chats plus évolués que l'autre qui seraient également capables de configurer l'univers. Mais bon, voilà. Donc, je conclus en disant que, à mon sens, d'après le tour d'horizon que j'ai fait de la physique, il y aurait une double fonction de la conscience. Une fonction qui peut être réconciliée de tendance à l'approche matérialiste, donc parce que je ne nie absolument pas le déterminisme neurophysiologique qui affecte la conscience qui se réduit à un simple système d'enregistrement et qui peut tout à fait être une conscience passive avec un libre arbitre illusoire. C'est tout à fait possible. Ça, c'est surtout quand l'ego prive l'être de l'esprit. Et une approche spiritualiste qui consiste à dire que la conscience a un impact fondamental sur la configuration du futur. Notre futur est une co-création. Nous ne pourrons réellement co-créer et avoir une maîtrise de notre futur que lorsque nous aurons tous compris que nous avons un esprit qui est là pour ça. Et pour finir, si on a 2 secondes, je vais parler des perspectives. Donc là, à mon avis, la double causalité permet de mieux comprendre les coïncidences improbables et les synchronicités. J'en ai fait un livre que je vous encourage à lire. Et ainsi que d'autres phénomènes inexpliqués par la science, voilà, sur la base d'une évolution de l'univers hors du temps, futur et passé, issue des synthèses de théories de grande unification. Et je finirai par 2 perspectives. Une perspective matérialiste sur laquelle je travaille en ce moment, ce n'est pas validé, attention, mais j'envisage la possibilité que cette théorie, qui est basée sur l'idée de l'évolution de l'univers bloc à la fois dans le futur et dans le passé, mais dans le passé infiniment moins, bien sûr, parce que le présent contient trop de traces du passé. Donc on peut envisager la possibilité que cette théorie puisse expliquer la matière noire, dont le rayonnement peut disparaître, de façon d'autant plus fréquente que la source est éloignée, et dont le rayonnement peut réapparaître à tout moment, la cause en étant que d'anciens passés auraient pu bloquer la lumière. Voilà. Bon, mais ça, à vérifier. Par contre, une chose dont je suis absolument certain, c'est que cette théorie, si elle est vérifiée, aura des conséquences sociales absolument fondamentales à méditer. C'est que les valeurs morales et spirituelles telles que le détachement, le don de soi, l'authenticité, la confiance, la foi et l'intuition sont des conséquences de la compréhension de la nature du temps et de l'information proposée par cette théorie. Voilà, je vous remercie. Vous venez d'entendre Philippe Guillemant, il nous livrait son point de vue de physicien sur la conscience. Il intervenait dans le colloque Regard sur l'homme contemporain, dont la session portait ici sur la naissance, l'émergence et la manifestation de la conscience. Un événement qui, je le rappelle, avait lieu à la Fondation d'El Duca de l'Institut de France le 5 décembre 2012. Restez à l'écoute de nos retransmissions en téléchargeant dès maintenant les autres interventions de cette journée. Retrouvez Pierre Buzer, neuroscientifique, Alain Prochian, morphogénéticien, Claude Debrue, philosophe et historien des sciences,